Bonjour à tous, n'oubliez pas de liker, de commenter pour le référencement, et surtout de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci et bon visionnage à tous. L'île de Poveglia. Au XIVe siècle, lors des grandes vagues de peste noire en Europe, Poveglia est utilisée comme zone de quarantaine. Les navires arrivant à Venise devaient y faire escale avant d'entrer dans la ville. Mais très vite, l'île devient un véritable lazaret de la mort. Les malades y étaient abandonnés sans réel traitement. Les personnes suspectées d'être contaminées y étaient envoyées de force. Les morts étaient enterrés dans des fosses communes ou brûlés. On estime que des dizaines de milliers de corps ont été incinérés sur cette petite île. Certains récits exagérés parlent même de centaines de milliers de victimes. Une terre littéralement composée de cendres humaines, ce qui alimente encore aujourd'hui les récits macabres. Au début du XXe siècle, l'île est réutilisée pour accueillir un hôpital psychiatrique. C'est ici que commence la partie la plus célèbre et la plus troublante de son histoire. Selon la légende, un médecin y pratiquait des expériences brutales et illégales sur ses patients. Il aurait fini par devenir fou lui-même. Pris de paranoïa, il se serait jeté du haut du clocher de l'île. Bien que les archives historiques soient floues, l'histoire de ce médecin est devenue centrale dans la réputation hantée de Poveglia. Poveglia est souvent citée comme l'île la plus hantée du monde. Cette réputation repose sur de nombreux témoignages troublants. Apparition de silhouettes dans les ruines. Cris et gémissements entendus la nuit. Sensation d'oppression ou de malaise intense. Refus de certains pêcheurs locaux de s'en approcher. Certains affirment même que les cendres humaines seraient encore visibles dans le sol et que des fragments d'os remonteraient à la surface. Il est important de nuancer. Oui, l'île a réellement servi de zone de quarantaine. Oui, elle a accueilli un établissement médical. Mais de nombreuses histoires, comme le médecin fou ou les phénomènes paranormaux, reposent davantage sur des récits populaires que sur des preuves solides. Poveglia est donc un mélange fascinant de faits historiques tragiques et de folklore moderne. Aujourd'hui, Poveglia est interdite d'accès au public, sous surveillance italienne, occasionnellement proposée à des projets de réhabilitation, sans succès. Même les habitants de Venise évitent généralement d'en parler ou de s'en approcher, renforçant encore son aura mystérieuse. Poveglia incarne plusieurs peurs profondes. La maladie et la mort de masse. L'abandon et l'isolement. La folie humaine. Et l'idée que certains lieux gardent une mémoire. C'est cette combinaison d'histoires réelles et d'imaginaire collectif qui fait de l'île un symbole puissant du macabre européen. Le château aragonais. Dominant la mer au large de l'île d'Ischia, dans le golfe de Naples, le Castello Aragonese est l'un des monuments les plus impressionnants d'Italie. Relié à l'île par un pont de pierre, ce château perché sur un îlot volcanique semble sorti d'un autre temps, et peut-être d'un autre monde. Son histoire, longue de plus de 2 millénaires, est aussi fascinante que sombre, nourrissant aujourd'hui une aura mystérieuse et parfois inquiétante. Le site du château remonte à l'Antiquité. Vers 474 avant Jésus-Christ, les Grecs y construisent une première fortification. L'îlot sert de point stratégique pour contrôler les routes maritimes. Au fil des siècles, le lieu passe sous domination romaine, puis byzantine, avant de devenir une place militaire majeure. Au XVe siècle, le roi Alphonse V d'Aragon transforme profondément le château. Construction du pont reliant l'îlot à Ischia. Renforcement des murailles. Développement d'un véritable complexe fortifié. Le château devient alors une citadelle vivante, abritant des soldats, des familles, des églises, des couvents. À son apogée, il pouvait accueillir plusieurs milliers de personnes. Au fil des siècles, le château subit des attaques pirates, des sièges militaires, des éruptions volcaniques et tremblements de terre. Mais l'un des aspects les plus sombres de son histoire est lié aux conflits et aux représailles. Des prisonniers y étaient enfermés, parfois exécutés, et certaines zones du château servaient de lieu de détention austère.
L'un des lieux les plus troublants du château est sans doute le cimetière du couvent. Dans certaines parties du château, les religieuses défuntes étaient placées assises sur des sièges en pierre. Leur corps se décomposait lentement sous les yeux des autres sœurs. Ce rituel servait de méditation sur la mort et la fragilité de la vie. Aujourd'hui encore, cette pratique macabre marque profondément les visiteurs. Avec une telle histoire, il n'est pas surprenant que le Castello Aragonese soit associé à de nombreux récits paranormaux. Apparitions et phénomènes étranges. Certains visiteurs et habitants rapportent des silhouettes furtives dans les couloirs, des bruits de pas dans des zones désertes, une sensation d'être observé dans les anciennes cellules ou cryptes. Les zones les plus actives seraient les anciens cachots, les ruines des couvents, le cimetière des religieuses. Selon les légendes locales, les esprits des prisonniers exécutés hantraient encore les lieux. Les religieuses continueraient à errer dans les cloîtres. Les soldats morts lors des sièges garderaient la forteresse. Certaines histoires parlent même de voix murmurées portées par le vent marin. Il est important de garder une certaine distance. Les faits historiques, guerres, couvents, pratiques funéraires, sont bien réels. Les phénomènes paranormaux reposent surtout sur des témoignages et des traditions orales. Comme pour beaucoup de lieux anciens, l'atmosphère, l'architecture et le poids de l'histoire peuvent facilement donner naissance à des expériences troublantes. Contrairement à d'autres lieux maudits, le Castello Aragonese est ouvert au public, accueille des visiteurs du monde entier, offre une vue spectaculaire sur la mer. Mais même sous le soleil italien, certaines parties du château conservent une ambiance lourde, presque intemporelle. Le château réunit tous les ingrédients d'un lieu mythique. Une histoire millénaire, des épisodes violents et tragiques, des pratiques funéraires inhabituelles, une architecture isolée et imposante. Il se situe à la frontière entre monuments historiques et légendes vivantes, où le passé semble ne jamais avoir totalement disparu. La maison de Vecchi. Perdue dans les montagnes de Lombardie, près du village de Cortenova, la maison de Vecchi est souvent surnommée la maison hantée la plus effrayante d'Italie. La maison est construite au milieu du XIXe siècle pour Félix de Vecchi, un aristocrate italien, patriote et explorateur ayant participé au mouvement d'unification italienne. Il souhaitait une résidence de prestige en pleine nature. La maison était richement décorée, fresques, colonnes, mobilier luxueux. Elle servait de lieu de repos loin de la vie urbaine. À l'origine, rien ne la destinait à devenir un lieu sinistre. C'est ici que naît la légende. Selon les récits populaires, le comte aurait retrouvé sa maison saccagée après une absence. Sa femme aurait été assassinée. Sa fille aurait disparu sans laisser de traces. Submergé par le choc et la culpabilité, il se serait ensuite suicidé peu de temps après. Cependant, les historiens débattent de ces faits. La mort du comte est réelle, mais les circonstances restent floues. Le meurtre et la disparition ne sont pas confirmés avec certitude. Mais cette histoire tragique est devenue le cœur de la réputation hantée de la maison. Après ces événements, la maison est progressivement abandonnée. Elle subit les ravages du temps, des intempéries et du vandalisme. La nature reprend ses droits. Même une avalanche dans les années 20 aurait épargné la maison, renforçant l'idée qu'elle serait protégée ou maudite. Le phénomène le plus célèbre concerne le piano abandonné dans la maison. Des visiteurs affirment avoir entendu des notes jouées sans personne. Certains disent que la musique s'arrête dès qu'on s'approche. Ce détail est devenu emblématique de la maison. Parmi les témoignages, des silhouettes aperçues aux fenêtres, des ombres se déplaçant dans les couloirs, une sensation oppressante, voire panique soudaine, des appareils électroniques qui cessent de fonctionner. Certains explorateurs urbains affirment même avoir fui les lieux en pleine nuit. Selon les légendes locales, l'esprit du comte entrait la maison. La femme et la fille seraient encore présentes. La maison serait un point d'énergie négative. Les habitants des alentours évitent souvent de s'en approcher, surtout la nuit. Comme pour beaucoup de lieux hantés, la maison existe réellement et est abandonnée.
Son propriétaire a bien vécu une vie marquée par des événements troublés. Mais la majorité des récits paranormaux reposent sur des témoignages non vérifiés. L'isolement, le silence et la dégradation du lieu jouent un rôle énorme dans l'expérience ressentie. Aujourd'hui, la maison est privée et non sécurisée. L'accès est déconseillé voire interdit. Le bâtiment est instable et peut être dangereux. Malgré cela, elle attire encore des explorateurs urbains, des chasseurs de fantômes, des curieux fascinés par le mystère. La maison de Vecchi concentre plusieurs éléments puissants. Une tragédie familiale, un lieu abandonné figé dans le temps, une nature envahissante, des récits paranormaux marquants. Elle représente parfaitement l'idée que certains lieux semblent chargés d'une mémoire invisible, entre histoire réelle et imagination collective. Les catacombes des Capucins. Situées à Palerme, en Sicile, les catacombes dei Capuccini comptent parmi les lieux les plus fascinants et dérangeants d'Europe. Ce réseau souterrain abrite des milliers de corps remarquablement conservés, exposés comme s'ils étaient encore vivants. Entre réalité historique, rites religieux et récits paranormaux, ces catacombes offrent une expérience unique, parfois troublante. Les catacombes naissent à la fin du XVIe siècle, lorsque les moines capucins manquent de place dans leur cimetière. En 1599, ils découvrent que les corps se momifient naturellement dans les galeries. Le premier corps conservé est celui du frère Silvestro. Rapidement, la pratique devient volontaire. Les défunts ne sont plus enterrés, mais préservés et exposés. Au fil des siècles, les familles nobles et bourgeoises souhaitent être enterrées dans les catacombes. Les corps sont embaumés, habillés et mis en scène. Certaines familles payaient pour entretenir l'apparence des défunts. Les galeries se remplissent alors de hommes, femmes, enfants, professionnels médecins, soldats et autres. On estime aujourd'hui qu'il y a plus de 8000 corps. Les catacombes sont organisées comme une véritable société. Des couloirs entiers de squelettes vêtus. Des corps suspendus au mur ou placés dans des niches. Des sections séparées selon le statut social ou le sexe. Certaines dépouilles sont incroyablement bien conservées, donnant l'impression que le temps s'est arrêté. Surnommée la Belle au bois dormant de Palerme. Décédée en 1920 à l'âge de 2 ans. Son corps est presque parfaitement intact. Elle semble simplement endormie. C'est l'un des corps les plus célèbres et les plus troublants au monde. La présence de milliers de corps humains dans un espace clos crée une ambiance unique et parfois oppressante. Certains visiteurs et employés affirment avoir vécu des sensations de malaise intense, l'impression d'être observés, des changements de température soudains, des bruits légers dans les couloirs. Une légende particulièrement célèbre concerne Rosalia Lombardo. Certains visiteurs affirment que ses yeux s'ouvrent et se ferment. Des photos semblent montrer des variations dans son regard. Les scientifiques expliquent cela par des effets de lumière et d'humidité, mais le phénomène continue d'alimenter les croyances. Selon les récits locaux, les esprits des morts seraient encore présents. Les catacombes seraient un lieu de passage entre les mondes. Certains corps refuseraient de quitter leur enveloppe. Ces croyances sont renforcées par l'aspect presque vivant des momies. Il est essentiel de distinguer une réalité historique et scientifique, technique de momification, naturelle puis artificielle, importance religieuse de la conservation du corps, témoignage unique des pratiques funéraires, et une dimension plus subjective, l'effet psychologique du lieu, les récits amplifiés par l'imaginaire, les légendes urbaines modernes. Le cerveau humain réagit fortement à ce type d'environnement, ce qui peut expliquer certaines expériences. Aujourd'hui, les catacombes sont ouvertes au public, attirent des visiteurs du monde entier, sont considérées comme un site historique majeur. Mais elles restent aussi un lieu profondément intime et mortuaire. Une expérience qui peut être choquante ou perturbante. Les catacombes des Capucins touchent à quelque chose de très profond. La confrontation directe avec la mort. La conservation presque vivante des corps. La frontière floue entre respect, science et spectacle.
Et l'idée que ces personnes sont toujours là. Plus qu'un lieu hanté, c'est un endroit où l'on ressent fortement le poids du temps et de l'humanité. Le château de Montebello. Perché sur une colline dans la région d'Émilie-Romagne, près du village de Toriana, le Castello di Montebello est un lieu chargé d'histoire et entouré de l'une des légendes paranormales les plus célèbres d'Italie. Connu pour l'histoire tragique d'une petite fille surnommée Asurina, ce château attire depuis des décennies les passionnés de mystères et de phénomènes inexpliqués. Le château remonte au Moyen Âge. Construit sur des fondations romaines. Utilisé comme point de surveillance et de défense. Contrôlait les routes entre l'intérieur des terres et la côte adriatique. Sa position élevée en faisait un lieu idéal pour repérer les envahisseurs. Au fil des siècles, le château est occupé par différentes familles nobles, dont les Malatesta, influents dans la région. Le château est renforcé et agrandi. Il devient une résidence seigneuriale autant qu'une forteresse. Des générations y vivent, avec leurs serviteurs et leurs gardes. Mais c'est au XIVe siècle qu'un événement va marquer le lieu à jamais. Au cœur de la réputation hantée du château se trouve l'histoire d'Asurina, dont le vrai nom aurait été Gandalina Malatesta. Elle serait née albinos, avec une peau très pâle et des cheveux presque blancs. Ses parents, craignant les superstitions de l'époque, tentaient de cacher son apparence. Ses cheveux étaient teints, donnant parfois des reflets bleutés, d'où le surnom Asurina Petite Bleue. Le 21 juin 1375, lors du solstice d'été, Asurina joue dans les couloirs du château. Sa balle tombe dans les sous-sols. Elle descend la récupérer, accompagnée de gardes. Puis elle disparaît sans laisser de traces. Malgré des recherches intensives, aucun corps n'est retrouvé. Aucune explication claire n'émerge. Cet événement marque le début de la légende. Depuis des siècles, des témoignages évoquent des pleurs d'enfants dans les souterrains, des bruits de balles rebondissant, des voix faibles dans les murs. Le phénomène le plus célèbre est lié à un cycle particulier. Tous les 5 ans, lors du solstice d'été, certains affirment que des enregistrements captent des sons étranges dans le château. Depuis les années 1990, des équipes enregistrent des sons dans les sous-sols. Certains affirment entendre des voix ou des appels. Ces enregistrements sont très controversés. Les sceptiques parlent de suggestion auditive. D'autres évoquent un véritable phénomène paranormal. Les visiteurs rapportent aussi une sensation de froid dans certaines pièces, l'impression d'être observé, des changements d'ambiance soudains. Les souterrains sont considérés comme les zones les plus actives. Le château et les familles nobles ont bien existé. Les archives mentionnent une enfant liée à la famille. Mais la disparition et les phénomènes restent non prouvés. La légende d'Asurina est probablement un mélange de faits historiques, Traditions orales. imagination populaire. Contrairement à d'autres lieux abandonnés, le château est ouvert aux visites. Des événements nocturnes y sont organisés. L'histoire d'Asurina est mise en avant. Mais même encadrée, l'expérience reste marquante, surtout dans les parties souterraines. Le château de Montebello concentre des éléments puissants. Une disparition inexpliquée. Une figure d'enfant fantôme particulièrement marquante. Une tradition paranormale persistante. Un lieu médiéval authentique. Il incarne parfaitement la peur universelle de l'inconnu et l'idée que certaines histoires ne trouvent jamais de fin. Le palais Sadario. Sur les rives du Grand Canal de Venise se dresse l'élégant mais inquiétant Sadario. Derrière sa façade raffinée en marbre polychrome, ce palais de la Renaissance cache une réputation sombre qui lui vaut le surnom de palais maudit. Au fil des siècles, une série d'événements tragiques et de morts mystérieuses a alimenté une légende tenace. Quiconque possède ou habite Sadario serait frappé par le malheur. Le palais est construit à la fin du XVe siècle pour Giovanni Dario, un diplomate influent de la République de Venise. Architecture elegante typique de la Renaissance vénitienne. Facade décorée de marbres colores. Vue directe sur le Grand Canal. À l'origine, Sadario est un symbole de richesse et de prestige.
La réputation sombre du palais commence dès ses premiers occupants. La fille de Giovanni Dario se suicide. La famille subit une série de revers financiers. Ces événements marquent le début d'une longue série de drames. Au fil des siècles, Sa Dario change de propriétaire, mais la malédiction semble persister. Parmi les histoires les plus célèbres, des propriétaires ruinés financièrement, des morts violentes ou suicides, des vies brisées après l'acquisition du palais. Au XXe siècle, plusieurs cas renforcent la légende. Un propriétaire est retrouvé mort dans des circonstances troubles. Un autre est assassiné. Des investisseurs subissent des faillites ou des drames personnels. Cette accumulation d'événements alimente la croyance en une malédiction attachée au lieu. Bien que moins spectaculaire que d'autres lieux hantés, Sa Dario possède une aura particulière. Sensation d'oppression à l'intérieur. Impression de malaise chez certains visiteurs. Atmosphère lourde, presque inexplicable. Contrairement à d'autres sites, il y a peu de récits d'apparitions directes, mais plutôt une énergie négative persistante. Selon les croyances, le palais porterait une malédiction liée à sa construction. Certains parlent d'une énergie sombre liée au premier drame. D'autres évoquent des influences occultes ou symboliques. Une inscription sur la façade intrigue également certains observateurs, qui y voient des messages cachés ou de mauvais augure. Il est important de prendre du recul. Les événements tragiques sont bien documentés pour certains cas. Le palais a effectivement connu une histoire mouvementée. Mais la malédiction repose surtout sur une accumulation de coïncidences. Le cerveau humain a tendance à relier les événements pour créer du sens, surtout dans un cadre aussi chargé d'histoire. Aujourd'hui, le palais est privé. Il n'est pas ouvert au public. Il reste l'un des bâtiments les plus énigmatiques de Venise. Malgré sa beauté architecturale, Sa Dario continue d'inspirer. La curiosité, La peur et une fascination persistante. Le palais Sa Dario incarne une peur différente des lieux hantés classiques. Pas forcément de fantômes visibles, mais une série de destins tragiques. Une impression que le lieu lui-même est hostile. Il représente l'idée troublante que certains endroits ne hantent pas par des apparitions, mais par les événements qu'ils provoquent. Le Sa Dario reste un mystère. Chef-d'œuvre architectural. Témoignage historique de Venise. Legend somber profondement ancré. Entre réalité et superstition, il continue de faire partie des lieux les plus intrigants d'Italie, où la beauté et le malaise coexistent étrangement. L'abbaye de San Galgano. Perdue dans la campagne de Toscane, près de Sienne, l'abbazia di San Galgano est l'un des lieux les plus fascinants d'Italie. Cette abbaye gothique, célèbre pour son toit disparu, est aujourd'hui ouverte au ciel, baignée de lumière, mais aussi entourée de mystères et de légendes troublantes. À la croisée de l'histoire, de la spiritualité et du folklore, elle dégage une atmosphère unique, presque irréelle. L'histoire de l'abbaye commence avec Galgano Guidotti, un chevalier du XIIe siècle connu pour sa vie violente et mondaine. Selon la tradition, il aurait eu une vision de l'archange Michel. Il décide d'abandonner les armes et sa vie passée. En signe de renoncement, il plante son épée dans un rocher. Ce geste symbolique transforme l'arme en croix, marquant sa conversion. L'épée de Galgano est toujours visible aujourd'hui dans la chapelle de Montesiepi, à proximité de l'abbaye. Elle est réellement incrustée dans la pierre. Datée du XIIe siècle selon certaines analyses. Protégée par une vitrine. Beaucoup voient dans cette histoire une inspiration possible de la légende du roi Arthur et de l'épée Excalibur. Après la mort de Galgano, un ermitage est construit sur le site. Puis une grande abbaye cistercienne est érigée au XIIIe siècle. Elle devient un centre religieux et économique important. L'architecture est remarquable. Style gothique et pur. grandes archi celances. Harmonie parfaite avec la nature environnante. À partir du XIVe siècle. Crises économiques. Épidémies, notamment la peste. Déclin du monachisme. L'abbaye est progressivement abandonnée. Au XVIIIe siècle, son toit s'effondre, laissant l'édifice à ciel ouvert, tel qu'on le voit aujourd'hui.
Même si elle n'est pas considérée comme hantée au sens classique, l'abbaye est souvent associée à des phénomènes étranges et à une forte énergie spirituelle. Certains visiteurs rapportent une sensation de paix intense, ou au contraire de malaise. L'impression d'une présence invisible. Des changements d'atmosphère soudains. Le silence et l'ouverture vers le ciel amplifient ces ressentis. Selon la tradition, après la mort de Galgano, des loups auraient attaqué ses mains. Mais les reliques retrouvées montrent des mains intactes. Certains y voient un miracle, d'autres un symbole de protection divine. Certains ésotéristes affirment que l'abbaye serait située sur un lieu d'énergie particulière. L'épée dans la pierre agirait comme un point d'ancrage spirituel. Le site serait propice aux expériences mystiques. L'histoire de Galgano et de l'abbaye est bien documentée. L'épée existe réellement. Les interprétations paranormales restent subjectives. L'ambiance du lieu joue un rôle majeur dans les ressentis. Aujourd'hui, l'abbaye est ouverte au public, accueille concerts et événements, est un lieu prisé pour la photographie et la contemplation. Mais au coucher du soleil ou sous les étoiles, elle prend une dimension presque surnaturelle. L'abbaye de San Galgano réunit une histoire de rédemption, une relique mystérieuse, une architecture spectaculaire, une atmosphère hors du temps. Contrairement à d'autres lieux hantés, elle inspire autant la crainte que la sérénité, comme si elle se situait entre deux mondes. L'Abbazia di San Galgano n'est pas seulement une ruine. C'est un symbole spirituel, un lieu chargé d'histoire, un espace où l'on ressent profondément le passage du temps. Entre réalité et légende, elle continue d'intriguer et de captiver tous ceux qui s'y aventurent. Surtout lorsque le vent souffle entre ses arches ouvertes vers le ciel. Le château de Bardi. Dominant un éperon rocheux dans la région d'Émilie-Romagne, le Castello di Bardi est l'un des châteaux les plus impressionnants et les plus mystérieux d'Italie. Surplombant la vallée du Séno, il semble littéralement surgir de la roche, comme une sentinelle figée dans le temps. Chargé d'histoires militaires, de tragédies humaines et de récits paranormaux, il est aujourd'hui considéré comme l'un des lieux hantés les plus célèbres du pays. Le site du château remonte à l'époque romaine, mais la forteresse actuelle prend forme au Moyen Âge. Stratégiquement placée pour contrôler les routes commerciales. Construit directement sur la roche pour être imprenable. Utilisé comme bastion défensif contre invasion et attaque. Sa position en fait un point clé pendant des siècles. Le château est notamment lié à la puissante famille des Landi. Il transforme la forteresse en résidence noble. Ajoute des salles, des cours et des espaces de vie. Maintiennent le contrôle du territoire pendant des générations. Mais derrière ces murs imposants se cachent aussi des histoires plus sombres. Le Castello di Bardi a été témoin de conflits militaires, imprisonments, executions. Les cachots et les salles souterraines rappellent une époque où la vie humaine pouvait basculer brutalement. Mais la légende la plus célèbre est celle d'un amour tragique. Au cœur de la réputation hantée du château se trouve l'histoire de Moroello et Soleste. Moroello, un chevalier, tombe a Moureux de Soleste. Leur amour est secret et fragile. Moroello part à la guerre. Un jour, un groupe de soldats revient au château. Leurs armures portent les couleurs de Moroello. Mais elles sont tachées de sang. Soleste croit alors que Moroello est mort. Désespérée, elle se jette du haut du château. Peu après, Moroello revient, bien vivant. En découvrant la mort de Soleste, il se suicide à son tour. Selon de nombreux témoignages, une silhouette en armure serait visible dans le château. Elle apparaîtrait surtout dans les salles et les couloirs. Certains parlent d'une présence cherchant éternellement Soleste. Des visiteurs affirment avoir vu une forme sombre avec une armure médiévale. Le château est célèbre pour des photos intrigantes. Certaines images montrent des formes humanoïdes. Une silhouette en armure aurait été capturée par des visiteurs. Les analyses restent controversées. Les sceptiques évoquent des illusions ou des jeux de lumière. Des expériences rapportées incluent sensation de froid soudaine, impression d'être observé, bruit de pas ou d'armure, malaise dans certaines pièces.
Les zones les plus actives seraient les anciennes salles militaires, les couloirs sombres, les cachots. Le château a une histoire riche et bien documentée. Les guerres et drames sont bien réels. Les phénomènes paranormaux restent non prouvés. L'atmosphère du lieu, son isolement et son architecture jouent un rôle important dans les perceptions. Le Castello di Bardi est aujourd'hui ouvert au public, utilisé pour des visites historiques et événements, réputé pour ses visites nocturnes hantées. Malgré sa beauté et ses panoramas spectaculaires, une certaine tension semble persister entre ses murs. Le château de Bardi réunit une architecture spectaculaire, une histoire médiévale intense, une légende d'amour tragique, des témoignages paranormaux persistants. Il incarne parfaitement le mélange entre romantisme sombre et mystère, où les émotions humaines semblent avoir laissé une trace durable. Le Castello di Bardi est bien plus qu'un simple château. C'est un témoin du passé, un lieu de mémoire et de légende, un espace où l'histoire et l'imaginaire se rencontrent. Entre faits historiques et récits surnaturels, il continue d'alimenter l'idée que certains lieux ne laissent jamais vraiment partir ceux qui les ont marqués. L'île de San Servolo. Au cœur de la lagune de Venise se trouve l'énigmatique île de San Servolo, une île bien moins connue que ses voisines, mais dont l'histoire est profondément marquée par la solitude, la médecine et une atmosphère qui intrigue encore aujourd'hui. Contrairement à des lieux comme Poveglia, San Servolo n'est pas totalement abandonné et pourtant, son passé laisse derrière lui une impression persistante, presque invisible. Dès le Moyen Âge, San Servolo est un lieu religieux. Des moines bénédictins s'y installent. Un monastère y est construit. L'île devient un espace de retraite et de prière. Son isolement naturel en fait un lieu idéal pour la contemplation, mais aussi pour l'exclusion. À partir du XVIIIe siècle, la vocation de l'île change complètement. San Servolo devient un hôpital psychiatrique majeur de Venise. On y envoie les malades mentaux, souvent pour les éloigner de la société. L'île accueille d'abord des hommes, puis des femmes. Pendant près de 200 ans, elle incarne la manière dont la société gérait la maladie mentale. Comme dans de nombreux asiles de l'époque. Les traitements sont limités et parfois brutaux. Les patients sont isolés, enfermés. La compréhension des troubles mentaux est encore très rudimentaire. Certains récits évoquent des cris dans les couloirs, une profonde détresse humaine, des vies entières passées dans l'oubli. Cette réalité historique est au cœur de l'aura sombre du lieu. Aujourd'hui, l'île conserve de nombreuses traces de son passé. Des bâtiments hospitaliers anciens, un musée de la psychiatrie, des archives de patients. On peut y voir des instruments médicaux d'époque, des cellules et salles de traitement, des documents retraçant les vies des internés. Une plongée directe dans un passé souvent oublié. San Servolo n'est pas connu pour des apparitions spectaculaires, mais plutôt pour une ambiance particulière. Certains racontent une sensation de malaise inexpliquée, l'impression d'être observé dans certaines zones, une lourdeur dans l'air, surtout dans les anciens pavillons. Des récits évoquent des bruits dans des pièces vides, des échos ressemblant à des voix, des sons nocturnes difficiles à expliquer. Rien de spectaculaire, mais suffisamment troublant pour marquer les esprits. Certains passionnés de paranormal parlent de traces émotionnelles laissées par les patients, énergie résiduelle liée à la souffrance, empreinte invisible du passé. Une idée souvent associée aux anciens hôpitaux psychiatriques. L'histoire de l'asile est bien documentée. Les conditions difficiles sont réelles. Les phénomènes paranormaux restent subjectifs. Le contexte joue un rôle majeur dans ce que ressentent les visiteurs. Aujourd'hui, San Servolo est accessible au public, Party element rehabilité. utilisé pour des activités universitaires et culturelles. Mais malgré cette transformation, certaines zones conservent une atmosphère presque figée dans le temps. San Servolo intrigue pour des raisons profondes. Elle ne repose pas sur des légendes spectaculaires, mais sur une réalité humaine lourde. Elle confronte à l'histoire de la folie et de l'exclusion.
Elle laisse une impression durable, difficile à expliquer. C'est un lieu où le paranormal est subtil, presque psychologique. L'île de San Servolo est unique. Moins hantée au sens classique, mais profondément marquée par son histoire. Chargée d'une atmosphère qui interpelle. Entre passé médical, isolement et silence, elle incarne une autre forme de mystère. Celle des vies oubliées, dont l'écho semble parfois encore résonner. Le château de Feni. Au cœur de la vallée de Val d'Aoste, non loin de Aoste, se dresse le majestueux Castello di Feni, l'un des châteaux médiévaux les mieux conservés d'Italie. Avec ses nombreuses tours, ses remparts concentriques et son allure presque féerique, il semble tout droit sorti d'un conte. Mais derrière cette apparence imposante et harmonieuse se cache une histoire riche, et une atmosphère parfois troublante qui alimente des récits plus sombres. Le château prend sa forme actuelle entre le XIIIe et le XVe siècle. Construit par la puissante famille noble des Chaland. Situé dans une vallée plutôt que sur une position stratégique élevée. Conçu autant pour impressionner que pour défendre. Contrairement à d'autres forteresses, Feni était surtout un symbole de pouvoir et de prestige. Les seigneurs de Chaland y vivaient entourés de servitors, soldats, artisans, le château abritait une véritable vie quotidienne. banquets, Réunions politiques, activités domestiques. Les magnifiques fresques dans la cour intérieure témoignent encore de cette époque. Le château n'était pas seulement un lieu de prestige. Il comportait des zones de service et de travail. Des espaces austères pour les domestiques. Des lieux de surveillance et de contrôle. Comme tout château médiéval, il a connu des tensions sociales, des conflits internes, des épisodes de souffrance humaine. Certains visiteurs évoquent une sensation d'être observé dans certaines pièces, une atmosphère lourde dans les escaliers et couloirs, un silence oppressant, surtout hors saison. L'architecture fermée et labyrinthique accentue ces impressions. Quelques témoignages mentionnent des bruits de pas sans présence visible, des craquements inhabituels, des échos étranges dans les salles vides. Ces phénomènes restent rares et difficiles à expliquer. Selon certaines traditions locales, les anciens gardes veilleraient encore sur les remparts. Des serviteurs entraient les zones de service. L'esprit de membres de la famille Chaland pourrait encore habiter les lieux. Ces récits sont davantage suggérés par l'histoire que réellement documentés. Le château est parfaitement conservé et historiquement authentique. Il reflète fidèlement la vie médiévale. Les phénomènes paranormaux reposent surtout sur des ressentis. L'ambiance, la lumière et le silence jouent un rôle majeur. Le Castello di Feni est aujourd'hui ouvert au public, restauré et protégé. L'un des sites les plus visités du Val d'Aoste. Y la Quelle. Visite guidée. Activités culturelles. reconstitutions historiques, Mais même animé, il conserve une certaine étrangeté. Le château de Feni intrigue par son contraste. Une apparence presque parfaite et rassurante. Une histoire humaine riche et complexe. Une atmosphère parfois dérangeante. Il montre que même les lieux les plus beaux peuvent porter une part d'ombre. Le Castello di Feni n'est pas le château le plus effrayant d'Italie, mais il est profondément évocateur. Témoin du Moyen Âge. Chef-d'œuvre architectural. Lieu où l'imaginaire peut facilement s'exprimer. Entre lumière et obscurité, il rappelle que l'histoire laisse toujours des traces, parfois visibles, parfois ressenties.